Bonjour à tous, un nouveau numéro du 18h à savoir dans lequel on va parler d'intelligence artificielle. Votre ordinateur est-il plus cérébral que vous en calcul? C'est possible, peut-être pas dans d'autres formes d'intelligence qui permettent de prendre des décisions. On en parlera avec notre invité tout à l'heure, Florian Richoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au laboratoire d'informatique de Nantes et vous travaillez donc sur ces intelligences artificielles appliquées aux jeux vidéo, le LINA qui dépend de l'Université de Nantes. Tout à fait. C'est bien ça, on en parlera tout à l'heure. Tout d'abord, quelques actualités de la science et on commence par le climat avec ce rapport du CESER, le Conseil économique et social régional et environnemental, qui s'est intéressé aux conséquences du réchauffement climatique dans les pays de la Loire. D'ici la fin du siècle, il y aura chaque année 45 jours de canicule en plus. Résultat, le moustique tigre, le vecteur de la dengue et du virus Zika dont on parle beaucoup en ce moment, va se sentir un peu chez lui. Et le triton, en revanche, pourrait aller voir ailleurs puisque le climat sera sans doute trop chaud pour lui. L'un des points positifs, ce sera, note le Césaire, peut-être pour l'industrie touristique, un peu d'activité supplémentaire puisque la température de l'eau, figurez-vous, pourrait augmenter de 2 degrés d'ici 2070. À La Chapelle-sur-Erdre, l'opération Grenouille en vadrouille se poursuit. C'est la 3e édition. C'est un dispositif installé par Bretagne Vivante, l'association Bretagne Vivante et la Fédération des Amis de l'Erdre. Une bâche, ça consiste en une bâche qui est tendue le long des routes pour empêcher les amphibiens de traverser et donc de se faire écraser, pour ensuite rejoindre les mares. Chaque jour, des bénévoles récupèrent ces crapauds pour les mettre dans les mares. Donc si vous voulez assister à ces opérations, aider les bénévoles de Bretagne Vivante, donc vous pouvez les appeler au 02 40 48 55 12 et éventuellement participer à une sortie découverte. Ce sera le vendredi 1er avril à 20h à La Chapelle-sur-Erdre, donc au numéro de téléphone que vous voyez apparaître en bas de votre écran. Les ingénieurs de Boston Dynamics ont présenté leur dernier né. Vous savez, on avait beaucoup parlé ces dernières semaines de ces robots dont l'un avait échoué lamentablement au test de l'armée américaine qui trouvait qu'il faisait beaucoup trop de bruit. Alors voilà celui-ci, le tout nouveau, 1m75, 80 kg, presque des mensurations humaines et donc une agilité humaine. Donc un bipède qui a la particularité de pouvoir réagir aux obstacles et presque en temps réel de pouvoir prendre, comme on en parlera tout à l'heure, les bonnes décisions. Vous le voyez par exemple ici, déstabilisé, mis en difficulté par un humain alors que sa tâche, on le voit, est de ramasser des cartons. Il est capable de refaire l'opération et éventuellement de se remettre sur ses pieds lorsqu'il est mis à terre. Et un petit clin d'œil au guide des expertes. Alors, on n'en a jamais parlé dans cette émission. C'est un annuaire très précieux qui recense près de 1600 femmes expertes dans leur domaine, notamment dans le domaine de la recherche. Des femmes qu'on voit trop rarement, des expertes qu'on voit trop rarement sur les plateaux télé. C'est le but d'ailleurs de cet annuaire, de donner aux journalistes des idées d'invitation d'expertes, y compris sur notre plateau. Il nous arrive parfois d'être un peu déséquilibré dans l'invitation parmi nos invités. Il faut bien le reconnaître. Parmi elles, donc 27 chercheuses en Pays de la Loire que vous voyez apparaître à votre écran. L'adresse internet, c'est expert.eu. Je vous invite à aller voir cet annuaire très intéressant. Florian Richoux, vous êtes donc chercheur au laboratoire d'informatique de Nantes, le LINA. On a parlé de vous ces derniers mois. On a parlé de vous parce que vous avez participé à un programme de recherche avec Facebook, dont on dira très peu de choses, on va le dire tout de suite. Vous êtes effectivement, lié par le secret. Voilà, on ne peut pas en parler beaucoup. Voilà. En revanche, votre domaine de recherche nous intéresse puisque vous travaillez depuis longtemps sur les jeux vidéo. C'est une application. Mais ce qui vous intéresse, c'est l'intelligence artificielle. On va peut-être commencer par voir un exemple, une illustration de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Tous ceux qui ont plus de 30 ans aujourd'hui se souviennent de cet épisode. Le champion d'échecs Garry Kasparov confronté à une machine, un ordinateur, un supercalculateur, comme on l'appelait à l'époque, dont on se souvient du nom, c'était Deep Blue, une machine qui a donc battu le maître incontesté des échecs mondiaux. Il était très dépité d'ailleurs à l'époque, Garry Kasparov, on le voit sur ces images. Et donc Deep Blue a été la première preuve qu'une machine pouvait surpasser l'intelligence humaine. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le présenter, Florian Richoux ? Alors, plus exactement, je dirais que ça a été une preuve que la machine peut surpasser un être humain dans une tâche extrêmement précise, qui est de jouer aux échecs. Mais extrêmement complexe quand même. Tout à fait, ça reste complexe. Ça nécessite beaucoup de calculs, finalement, pour prévoir les coups en avance. Mais il ne faut pas non plus trop mélanger avec l'intelligence d'une manière générale. Ce qu'a fait IBM à l'époque était impressionnant, ça l'est toujours, mais ce n'est pas de l'intelligence.
au sens global. Là, précisément, ce que Deep Blue faisait, c'est de calculer les configurations possibles, les coûts possibles, et de calculer leur chance de succès, en fait. Mais il le faisait très vite, c'est ça? Tout à fait, ça faisait des simulations de parties, finalement, très loin dans la partie, et ça estimait, à travers voilà, une estimation de facteurs de risque, si oui ou non ça valait le coup de jouer tel ou tel coup. Et comme ça a des capacités de calcul énormes, eh bien, voilà, ça a réussi à battre un champion du monde. Et alors, 20 ans plus tard, un autre défi a été relevé. C'est avec un autre jeu de société qui est beaucoup plus complexe, qui est le jeu de Go, alors qu'on connaît peut-être beaucoup moins que les échecs. En Europe, oui, c'est vrai. C'est un petit peu les échecs chinois, quelque part, si vous voulez. Alors jusqu'à présent, donc, aucune machine ne pouvait battre un champion de Go. Et il se trouve qu'il y a quelques semaines, Google a annoncé des résultats impressionnants sur ce. Oui, tout à fait. Ils ont conçu une IA qui a battu pour la première fois un professionnel sans handicap, c'est-à-dire que les deux joueurs jouaient dans les mêmes conditions. Ce professionnel en question, c'était le champion d'Europe, multi-champion d'Europe, donc tout de même quelqu'un d'imposant. Et ça a été sans concession puisque l'IA a battu 5-0 ce professionnel. Voilà. Et c'est une première. Donc c'est un travail impressionnant. Ce qu'on appelle cette intelligence artificielle, c'est un logiciel, concrètement? C'est un logiciel avec derrière des méthodes d'intelligence artificielle pour analyser la partie courante et prendre des bonnes décisions. Avec des capacités de calcul qui sont forcément, nécessairement importantes. On se souvient de Deep Blue avec ses grandes armoires. Là. Oui, là c'est un petit peu la même chose. Honnêtement, ils ont déployé l'artillerie lourde et il y a de très très gros serveurs de calcul derrière pour pouvoir donc calculer tous ces coûts-là. La différence tout de même avec l'IA d'IBM pour Kasparov, c'est que le Go est un jeu beaucoup plus difficile, beaucoup plus difficile que les échecs, je veux dire, parce que le nombre de combinaisons possibles, de parties possibles, sont démesurés. Enfin, c'est extrêmement plus grand que le nombre de parties, de configurations possibles dans les échecs. Pour donner un ordre d'idée, alors j'ai plus trop les chiffres en tête, mais le nombre de configurations que vous avez dans le Go, c'est le nombre d'atomes de l'univers multiplié par le nombre d'atomes de l'univers. D'accord. À peu près. Incommensurable quasiment. C'est exactement ça. Donc c'est très difficile de... Voilà. Ça, c'est pour les jeux de société. On joue beaucoup plus aujourd'hui, il faut bien le dire, aux jeux vidéo devant un écran d'ordinateur. Et vous travaillez là-dessus. C'est-à-dire que vous vous intéressez à ces jeux dont certains peuvent paraître un peu obsolètes. On va en voir quelques images d'ailleurs. Mais... Oui, notamment il y a StarCraft. Alors si on va voir des images... Ah oui, ceux-là encore plus obsolètes, effectivement, mais ça reste... Ce qu'on appelle le casse-brique, vulgairement. Tout à fait. Donc ça, c'est des jeux des années fin 70, je crois. Donc ça, c'est une machine qui joue juste pour... Et alors là, c'est encore Google, d'ailleurs, avec le même genre de technique que pour le Go. Ce qui est impressionnant là-dedans, c'est que on ne dit absolument rien à la machine. Au départ, elle est lancée dans la nature avec ce jeu. Donc elle doit apprendre les règles avant tout. Et après avoir appris les règles, elle doit apprendre un petit peu comment jouer. Donc faut pas laisser tomber la balle, ce genre de choses. Là d'ailleurs, on voit dans les images. Et bientôt, on va voir à la fin de son entraînement, donc au bout de 600 itérations, comme on voit, non seulement elle a très bien appris à jouer, mais en plus, elle a appris une stratégie optimale qu'on va voir tout de suite, qui consiste à creuser un trou dans un coin. Ça, c'est le coup de maître au casse-brique. Faire entrer la balle au-dessus et la laisser travailler toute seule. Voilà, c'est ça. Et puis si ça ressort, c'est pas bien grave, on la remet dedans. Voilà, pouf. Et donc, le but, c'est de lui faire apprendre toute seule, très vite, à la machine, pour trouver la meilleure stratégie. Donc, ça veut dire, c'est tout simplement du temps, en fait. Il faut lui laisser du temps. Il faut lui laisser du temps, mais il faut également les bonnes méthodes algorithmiques pour pouvoir apprendre efficacement. Jusque-là, c'est quelque chose qu'on ne savait pas bien faire, mais dernièrement, il y a des méthodes vraiment très efficaces qui se développent. Alors, algorithme, c'est encore un mot un peu barbare pour beaucoup d'entre nous. C'est lui dire, le but, c'est de casser le plus de briques possible et de le faire en moins de coups possible. C'est lui donner les règles du jeu, c'est ça? Non, sans lui donner les règles du jeu. En une phrase toute simple, un algorithme, c'est une suite d'instructions simples. Vous pouvez voir ça comme une recette de cuisine, finalement. Faire ci, faire ça, mettre tant de grammes de machin. C'est ça, un algorithme. Donc c'est débrouille-toi, mais gagne ta partie, c'est ça? Disons, c'est un peu plus complexe que ça, mais dans l'idée, oui. Ouais. On va voir d'autres exemples avec d'autres jeux qu'on jouait il y a quelques décennies sur. Alors ça, c'est... Ça, c'est StarCraft. C'est StarCraft. Ça date d'il y a 20 ans aussi. Ouais. Vous avez beaucoup travaillé sur ce jeu? Oui, principalement, oui.
Alors là, le principe, c'est également une machine qui joue toute seule. C'est ça. Et c'est vous qui avez donné naissance à cette machine, si j'ose dire. Oui, c'est ça. Donc j'ai programmé l'intelligence artificielle qui joue à la place d'un joueur, dans les mêmes conditions qu'un joueur. Ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que, contrairement aux échecs où les deux joueurs voient l'intégralité de l'échiquier, là, on a une information qui est incomplète. On a un brouillard de guerre, tel que l'a théorisé Clausewitz, qui fait qu'on ne voit pas en permanence ce que fait l'adversaire. Donc vous ne pouvez pas voir quelle est la stratégie préparée par l'adversaire en permanence. Et à partir de bribes d'informations, vous devez donc comprendre la situation du jeu, la situation dans laquelle vous êtes, et prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est quelque chose de pas évident à faire. Ouais. D'autres jeux, alors, notamment Space Invaders, dont on se souvient, qui était un jeu d'arcade qu'on jouait notamment dans les cafés à une époque. Ça, c'est des jeux beaucoup plus simples. On se demande pourquoi il serait utile de développer une intelligence artificielle. C'est le niveau 1 de l'IA, ça ? C'est un peu ça. Il faut voir ça comme ça. C'est le niveau 1. Il y a une image que j'aime bien prendre, c'est avant d'apprendre à faire du vélo, on apprend à marcher. Donc là, on apprend à marcher. Avant de développer d'excellentes IA pour des jeux complexes où l'information est cachée comme StarCraft, il faut d'abord développer de bonnes méthodes pour ce genre de jeu. Quand on développe un programme d'intelligence artificielle pour des jeux, la finalité, c'est évidemment pas le jeu vidéo. Enfin, je ne sais pas si le CNRS ou si l'Université de Nantes vous paye pour ça. Mais... Non, effectivement, la finalité, ce n'est pas les jeux. Les jeux, c'est, du moins mon point de vue personnel qui est partagé par beaucoup de chercheurs dans le domaine, c'est un environnement de test pratique dans lequel on peut facilement tester de méthodes, de nouvelles idées en intelligence artificielle. Voilà. Qui pourrait s'appliquer à quoi, par exemple ? Qui pourrait s'appliquer à plein d'autres domaines, tels que la robotique, tels que, je parlais de la prévision météo, par exemple, ce genre de choses. Finalement, le spectre des domaines est très, très large. Si on reprend l'exemple de la météo, par exemple, on a du mal aujourd'hui à prévoir le temps au-delà de 15 jours. Est-ce que des modèles d'intelligence artificielle permettraient d'augmenter cette vue sur Éventuellement, ça pourrait permettre d'étendre cette limite de 15 jours. Ça pourrait aussi avoir des modèles plus précis pour avoir vraiment une météo heure par heure, voire minute par minute, pourquoi pas. Enfin, là, on en est loin. Mais c'est parmi une multitude d'informations, comment extraire les bonnes informations et les exploiter pour reprendre des décisions. Il y a une discipline qui utilise énormément les mathématiques, trop diront certains, c'est l'économie, et notamment le domaine de la finance. Oui. De ce côté-là, vous avez été sollicité vous-même ? Oui, effectivement, j'ai reçu des offres pour travailler, pour développer des méthodes algorithmiques, donc des algorithmes en intelligence artificielle appliqués à la finance. Ouais. Personnellement, ce n'est pas un domaine qui m'attire, donc j'ai poliment refusé cette offre. Parce que le but, c'est quoi ? C'est de prévoir l'instabilité d'un marché, le comportement des investisseurs ? Oui, ou d'améliorer les algorithmes de micro-trading ou ce genre de choses. Donc, ce qui peut facilement dérégler les marchés. Ouais. Donc, voilà. Quand on parle d'informatique et d'intelligence artificielle, on se dit, mais après tout, on ne connaît pas très bien le fonctionnement du cerveau humain. Pourquoi on s'amuse à faire des intelligences artificielles ? Est-ce qu'on ne pourrait pas d'abord essayer de comprendre mieux le cerveau ? Est-ce que donc vous êtes en relation avec des neuroscientifiques, des gens qui travaillent sur le fonctionnement biologique du cerveau ? Alors, personnellement, je ne le suis pas. D'autres chercheurs le sont. D'autres chercheurs en intelligence artificielle le sont. Comprendre l'intelligence humaine, c'est aussi extrêmement intéressant. Je dirais c'est une autre question, finalement. On peut très bien travailler en intelligence artificielle sans toutefois essayer de mimer ou de copier l'intelligence humaine. Parce que dans notre esprit, c'est encore, pour nous, l'intelligence artificielle, c'est mimer l'intelligence humaine pour l'appliquer à des robots. Dans la pratique, c'est pas forcément... C'est plus large que ça. Ouais. En réalité, c'est plus large que ça. Les prochains objets sur lesquels vous travaillerez, vous continuerez à travailler sur les jeux vidéo ou vous imaginez d'autres applications très vite d'objets d'études ? Au moins dans un court moyen terme, oui, je pense continuer à travailler dans les jeux parce que je le répète, c'est vraiment un environnement de test qui est très très pratique. Maintenant, je me limite pas non plus à ce genre de domaine. Par exemple, je m'intéresse un petit peu à la biologie dernièrement, donc voir quelles méthodes d'intelligence artificielle on pourrait appliquer à la biologie. Par exemple. Très bien. On reparlera ensemble de tous ces nouveaux domaines d'études. Merci beaucoup Florian Richoux d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chercheur au laboratoire d'informatique de Nantes. Merci à tous. À très bientôt pour un nouveau numéro d'À savoir.